Les foules se bousculaient pour ses conférences et les photographes l'attendaient aux aéroports de pays lointains pour capturer sa silhouette. Malgré un physique assez inhabituel, il avait l'aura d'un acteur hollywoodien au sommet de sa gloire. Il n'y a pas de domaine littéraire dans lequel il n'a pas brillé et il a même obtenu la plus prestigieuse des récompenses possibles. Il a théorisé la responsabilité qu'a l'être humain de se façonner lui-même et on peut dire que pour sa part, il n'a pas été inférieur à son destin. Écrivain, philosophe, professeur, militant ou même militaire, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous raconte la vraie vie de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre naît à Paris en 1905, un an après sa naissance. Il se passe quoi? Devinez? Vous commencez à avoir l'habitude. Ça arrive quasiment à chaque philosophe. Son père, sa mère... Non, son père, voilà. Jean-Baptiste, qui travaille dans la marine française, meurt d'une fièvre contractée pendant qu'il est en service à l'étranger. Alors j'en plaisante, mais c'est quand même fou d'avoir autant de philosophes qui en fait ont perdu leur mère ou leur père à un très très jeune âge. Genre souvent à la naissance. C'est quand même le fil rouge de ces épisodes, j'ai l'impression pour l'instant. En dehors du fait qu'il soit philosophe, évidemment. Donc le père de Sartre meurt quand il a 30 ans, et donc le petit Jean-Paul ne connaîtra pas son père. Pour vous planter un peu le personnage, il dira plus tard que son père a eu l'élégance de mourir jeune, le laissant donc sans un super ego qui allait planer au-dessus de lui. Bon, Sartre aura une enfance assez étrange, dans le sens où il est élevé par sa mère et ses grands-parents, jusque-là rien d'anormal, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il est totalement adoré à un point qui frôle le fanatisme par les membres de sa famille. Surtout par son grand-père, Charles Schweitzer, qui lui fait lire des grands textes littéraires alors qu'il est très très jeune. Sartre grandit dans ce petit paradis que lui construit son grand-père, et on le traite tellement comme un génie qu'il devient lui-même intimement convaincu d'en être un. Voilà, c'est la recette de comment construire un narcissisme. Tout ça, Sartre va le raconter bien plus tard en détail dans son autobiographie, Les mots, où il reviendra avec plus de recul sur cette enfance atypique. Il y a écrit cette phrase que je trouve magnifique: « Ma vérité, mon caractère et mon nom étaient aux mains des adultes. J'avais appris à me voir par leurs yeux, j'étais un enfant, ce monstre qu'ils fabriquent avec leurs regrets. » Magnifique. Et ce monstre qu'ils fabriquent avec leurs regrets est un petit gamin qui préfère de loin la compagnie de ses bouquins à celle des autres enfants de son âge. Il dit qu'il voyait la bibliothèque comme un temple, et ce qui est sûr, c'est qu'il s'est fait un devoir d'aimer les livres avec ferveur. Mais malheureusement pour lui, les paradis ne durent pas. Et en 1917, sa mère se remarie avec un ingénieur du génie maritime cette fois. Visiblement, elle aimait bien les hommes de la mer, hein. Et il déménage avec le jeune Sartre, adolescent, vers La Rochelle. Et là, il va vivre une période très désagréable, parce qu'à l'école, le regard des autres étudiants le confronte à la réalité. Il n'est pas le génie parfait qu'on lui avait promis qu'il était. Il commence à se trouver laid, maladroit, et sur cette période, il dira « Je n'en revenais pas de me découvrir par eux. Ni merveille, ni méduse, un gringalet qui n'intéressait personne. » Alors il faut une intervention familiale pour le tirer de là, et sa mère commence à penser que les fréquentations de La Rochelle l'influencent négativement. Elle va donc le rapatrier à Paris, et précisément au lycée Henri IV. Là-bas, il va se passer plusieurs trucs cool. Déjà, il fait la rencontre de Paul Nizan, un futur philosophe qui va devenir son grand ami, comme quoi il fallait juste qu'il trouve un mec qui aime autant les livres que lui. Et ensuite, il va commencer à découvrir des auteurs comme Proust et Stendhal, qui vont l'influencer considérablement. Il est conscient que son truc à lui, c'est pas l'alpinisme ou le jardinage, mais c'est les livres. Donc il se lance dans une hypocagne pour rejoindre l'ENS, l'école normale supérieure. Au départ, son point de focus, c'est vraiment la littérature, et il dira que la philosophie, c'est un prodige d'ennui. Mais c'est souvent ce qu'on dit tous, jusqu'à ce qu'on découvre le ou la philosophe qui nous sert de point d'entrée. Et pour lui d'ailleurs, ce sera des cours de lycée où il va rencontrer les travaux de Henri Bergson, notamment sur le concept de temps et de liberté. C'est au point qu'il expliquera que, chez Bergson, j'ai tout de suite retrouvé une description de ma propre vie psychique. Donc après cette hypocagne, il passe avec Nizan les concours pour l'ENS, et ils sont tous les deux évidemment reçus. Et là-bas, Sartre va vraiment se trouver une nouvelle personnalité. Il va devenir quelqu'un de très blagueur, qui développe un vrai goût pour le combat contre l'autorité. Il n'hésitera pas à lancer des sketchs antimilitaristes dans l'ENS, ce qui va provoquer un tel scandale que le directeur de l'école devra démissionner. Mais Sartre refuse pourtant de s'intéresser à la politique et se définit comme un anarchisant spontané. Dans tous les cas, il deviendra tellement une star dans les couloirs de l'école que les autres étudiants l'acclament lorsqu'il fait son entrée dans une pièce. Alors peut-être était-ce une manière de rattraper cet ego déchu de sa tendre enfance, on ne sait pas. Derrière la petite star rebelle qu'il devient, il y a en tout cas le Sartre travailleur, qui lit environ 300 livres par an, de Platon à Schopenhauer, en passant par Spinoza ou Socrate. Mais il ne va pas se contenter de lire et d'étudier, en fait lui-même va couler de l'encre en écrivant des poèmes, des nouvelles ou des chansons, et ensuite il se lance dans l'agrégation. Mais, à la très grande surprise générale, il présente une copie tellement originale, selon ses propres dires en tout cas, qu'il échoue à l'épreuve écrite. Et ouais,
recalé. Et en plus, son excuse, elle est pas ouf. Je vous la recommande pas. En juin 1929, il se représente et cette fois, il est premier parmi les 76 candidats à l'agrégation de philosophie. Et c'est pendant la présentation de ce deuxième examen qu'il fait une rencontre capitale via un de ses amis, celle de Simone de Beauvoir. D'ailleurs, anecdote, elle est arrivée second. Simone de Beauvoir, elle est surnommée Castor, à cause de la proximité de son nom de famille avec le mot beaver, c'est Castor en anglais. Et les deux futurs stars de la pensée française préparent l'agrégation ensemble, mais surtout, ils tombent tous les deux amoureux l'un de l'autre, de manière assez douce et lente, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est pas un amour passionnel et tout. Ils se disent des mots d'amour, à l'aide de joutes intellectuelles qui se livrent, l'un critiquant le travail de l'autre relisant le dernier texte de l'un, etc. Ils s'amusent en se présentant dans des restaurants comme des milliardaires américains, appelés Mr. et Mrs. Hattick. Voilà. Me demandez pas pourquoi, mais il y a tout un folklore autour d'eux, quoi, que je trouve hyper intéressant. Sauf que Sartre est assez rapidement rattrapé par la réalité et il doit lever le nez hors de ses livres. Il est appelé pour faire son service militaire, et là il sort une ruse incroyable, puisqu'il arrive à le faire au service météorologie de l'armée de l'air. Ce qui, vous vous en doutez, est une planque de fou pour continuer à lire et écrire entre 2 relevés de degrés Celsius. Dès son retour, il a 26 ans, et son fantasme, c'est de devenir professeur au Japon et de quitter un peu la vie française. Mais malheureusement pour lui, ce poste lui est refusé, et il se fait attribuer des paysages beaucoup plus franchouillards que dans ses rêves. Il est donc nommé pour être professeur dans un lycée au Havre, ce qui l'enchante assez peu comme perspective d'avenir. Mais il va quand même prendre son travail à cœur. Il a une pédagogie qui est plutôt novatrice pour l'époque, et il traite ses étudiants d'égal à égal, en mettant de côté les barrières hiérarchiques habituelles. C'est aussi au Havre que Sartre développe une habitude qui va le suivre toute sa vie, celle de fréquenter les cafés et de s'y poser en terrasse pour lire ou travailler sur ses ouvrages. On a cette image du Sartre parisien dans les cafés parisiens, etc. Mais non, pas du tout. C'est drôle de se dire qu'en fait, ça c'est né au Havre. En plus de ses terrasses et de ses cours, Sartre continue d'approfondir ses connaissances philosophiques. Et un des membres de son entourage, un autre penseur qui sera très connu, Raymond Aron, lui fait découvrir la phénoménologie de Husserl, ce qui va le bousculer. Au point qu'il déclare que quelqu'un avait trouvé toutes ses idées avant que lui-même les découvre. J'imagine que c'est un mélange assez doux entre le fait d'être compris et de somme totale de ne pas l'avoir dit avant. Voilà. Pour prolonger sa connaissance de Husserl, il fait un échange avec Aron pendant 1 an. Aron vient donner des cours au Havre et Sartre part à l'Institut français de Berlin. Voilà, petit Erasmus, quoi. Après cette année, Sartre commence à dessiner les contours de son œuvre, où il ambitionne de mêler littérature et philosophie. Et pour ce faire, il va analyser les auteurs contemporains comme William Faulkner ou Virginia Woolf, mais en même temps, sa vie au Havre commence à le déprimer de plus en plus. Il dit qu'un jour, assis avec Castor, chez Les Mouettes, un café de la ville, ils ont déploré le fait que rien de nouveau leur arrivait. Et pourtant, s'asseoir avec un castor chez des mouettes, c'est quand même pas hyper routinier. Mais en tout cas, c'est peut-être pour ça que Sartre commençait à tomber de plus en plus souvent amoureux d'autres personnes, notamment de Olga, une jeune étudiante à qui de Beauvoir donne des cours. C'est un des aspects les plus connus de la relation de Sartre et Beauvoir, c'est qu'il y a la notion d'amour nécessaire, c'est-à-dire qu'ils vivent une relation totale, incapables de se concevoir l'un sans l'autre, mais en même temps, ils ont le droit de développer des amours contingents avec d'autres personnes. Voilà, aujourd'hui, on dirait que c'est une forme de polyamour. Ils vont vivre ça, eux, toute leur vie, et ça va être plutôt fort, entre toute la jalousie, la passion, et aussi les situations inhabituelles que ça va provoquer. Par exemple, ce sera à certains moments un véritable trouble avec Olga. Mais bien que ces amours contingents vont fortement le troubler, c'est par son autre passion, la littérature, que la vie de Sartre va s'éclaircir. Gallimard accepte de publier son roman Mélancolie, à condition que le titre soit modifié. Alors Sartre, il est assez peu inspiré. Il propose Essai sur la solitude de l'esprit, ou encore Les aventures extraordinaires d'Antoine Roquentin, mais c'est finalement Gaston Gallimard, en personne, qui trouve le titre final de l'ouvrage très connu aujourd'hui, La Nausée. La critique est enthousiaste, La Nausée manque de peu de gagner le Goncourt, et d'autres personnes, comme un certain Albert Camus, parlent d'un véritable roman philosophique. Sartre devient un auteur reconnu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas devin. Parce qu'on est en 1939, à l'époque, et il écrit un de ses amours contingents, que Hitler ne peut pas penser à commencer une guerre avec l'atmosphère qui règne en Allemagne, il doit être en train de bluffer. Voilà, le lendemain même, Sartre est mobilisé par l'armée française. Voilà, ballot. Donc forcé de quitter son castor, ses étudiants et sa carrière florissante, il retourne être un soldat météorologiste. La guerre, ce sera ce qui va lui changer sa vie. Lui qui a connu jusque-là une vie élitiste, couvé par sa famille, admiré à l'ENS, puis adoré par ses élèves, il va découvrir le monde militaire en temps de guerre, rustique et exigeant. Il est marginal, maladroit avec les outils, méprisant avec l'autorité hiérarchique. Son caporal raconte qu'il a dû l'empêcher de brûler des meubles
parce qu'il avait la flemme d'aller couper du bois, parce qu'il aurait pu utiliser ce précieux temps pour lire et écrire. Voilà, c'est pour vous donner une idée du personnage. Voilà, avec ce genre de soldat, je comprends que la France a perdu aussi vite. Durant les 9 premiers mois de la guerre où l'attaque allemande se fait attendre, Sartre passe 12 heures par jour à écrire. Il va noircir des carnets qui lui tiendront lieu de journal intime, où il fait le bilan de ses souvenirs et de ses pensées. Encore une fois, il aurait fait un très mauvais pronostiqueur, puisqu'il écrit dans ses journaux que cette guerre sera une guerre moderne, sans victimes, de la même manière que la peinture moderne se fait sans sujet. Comment dire ? Voilà. Alors, bon philosophe et littéraire, très mauvais analyste géopolitique. Il faut le savoir. Lorsque l'assaut allemand finit par arriver, Sartre et ses compagnons vont rapidement être pris en captivité. C'est un grand changement dans la vie du philosophe, et comme l'écrit la biographe Cohen-Solal, ce sera la première rencontre entre l'écrivain anarchiste et l'histoire sociale. La première vraie rupture. Alors Sartre dit que tout ce qu'il avait appris jusque-là paraît désormais invalide. Lui qui était très peu cordial avec les autres soldats, il commence à développer une vraie solidarité. Et de manière paradoxale, la vie de prisonnier lui rappelle celle qu'il avait à l'ENS. Il apprécie le côté de camaraderie entre les détenus, et ce nouveau regard sur la solidarité lui fait regretter de ne pas s'être immergé dans les questionnements sociétaux avant. Finalement, un faux certificat qui le déclare partiellement aveugle de l'œil droit va entraîner sa libération. En mars 1941, il rentre à Paris, ville désormais sous occupation allemande. Ambiance Inglourious Basterds. Là, ce qui se passe est un des points les plus controversés dans la biographie de Sartre. Est-ce qu'il a rejoint la résistance ou bien est-ce qu'il est plutôt silencieux sur le régime de Vichy ? Annie Cohen-Solal, dans sa biographie, déclare que Sartre n'a été ni un héros ni un lâche. Elle donne comme preuve ce message où Sartre écrit que « Si nous acceptons le régime de Vichy, nous ne sommes plus des hommes. Aucune compromission n'est possible avec les collaborateurs. » Ce qu'on peut dire de manière générale et sans trop s'étendre, c'est que Sartre a probablement été un résistant intellectuellement, mais sans trop s'impliquer de manière directe, ce qu'on aurait pu attendre de lui au vu de sa stature. Par exemple, il n'a pas fait exploser de bombes, ce qui lui sera reproché par les résistants plus radicaux qui mettaient leur vie en péril. Après, il va tout de même essayer de fonder un mouvement de résistance, c'est socialisme et liberté, avec plusieurs intellectuels, mais le groupe va rapidement se dissoudre par manque d'organisation claire. En plus de ça, ce qui fait que son image sera un peu entachée, c'est qu'il signe 2 chefs-d'œuvre pendant cette période et qui va véritablement commencer à devenir célèbre pendant l'occupation allemande. Alors il y a la pièce Huis clos, où la postérité retiendra la fameuse phrase « L'enfer c'est les autres », et il y a aussi son traité de philosophie L'être et le néant. C'est là qu'il va beaucoup développer sa vision de la liberté. Pour lui, c'est ce qui caractérise la condition humaine. On est libre de définir notre rapport au monde, libre de nos actions et de nos choix, et donc en quelque sorte, on va faire de notre existence notre projet. Voilà. C'est donc une fois qu'on sait que l'on est libre, avec ce qu'on va poser comme choix et comme action, qu'on va se constituer sa propre essence, construire ce que l'on est, quoi. D'où l'autre fameuse phrase que vous avez déjà sûrement entendue, l'existence précède l'essence. D'abord on existe, et ensuite on doit se trouver une essence. Voilà. Alors j'ai fait une vidéo qui explique tout ça, je vous la mets en description, mais en gros c'est cette vision qui va caractériser Sartre comme un penseur existentialiste. Juste après la libération de la France et la fin de la guerre, il décide de troquer la plume pour la voix, le temps de quelques conférences, où il peut monologuer sur ses idées. Il appelle ça « l'existentialisme est un humanisme », et d'ailleurs c'est sorti en livre, et ça va avoir un succès monstre. Il y parle sans notes, les mains dans les poches, et il défend l'existentialisme avec une série de punchlines, dont voici quelques exemples. L'homme n'est rien d'autre que son projet, il n'existe que dans la mesure où il se réalise, il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. Ou encore, nous sommes seuls sans excuse, c'est ce que j'exprimerai en disant que l'homme est condamné à être libre. C'est grâce à cette conférence que Sartre devient une vraie figure publique, mais déterminé à ne pas se reposer, il fonde dans la foulée la revue Les Temps modernes, qui traite de philosophie, de politique et de littérature, et qui va continuer à exister jusque très récemment, jusqu'en 2018. Et là vraiment, il commence à être un auteur tout-terrain, genre une 4x4 décapotable de l'écriture, parce qu'il touche aussi bien le grand public par ses pièces et ses articles, que le monde académique par ses textes comme L'être et le néant. Voilà, donc l'existentialisme devient un véritable effet de mode, avec une capitale claire, Saint-Germain-des-Prés, à Paris, dont les cafés sont envahis par les jazzmen et les bohèmes. Mais ça ne s'arrête pas à Paris. Sartre commence carrément à devenir un symbole à l'international. Il représente la France aux yeux des étrangers comme la baguette ou le verre de vin. C'est ça Sartre. Lorsqu'il se rend aux États-Unis pour visiter un de ses amours contingents, Dolores, les plus grandes universités du monde, comme Yale
Yale, sorry, et Harvard se l'arrachent pour des conférences. Sartre est en fin de compte devenu le génie littéraire que son enfance lui avait promis, et le monde entier reconnaît désormais ce nouveau statut. Et il va en profiter. Parce qu'au lieu de continuer à mener une existence bien rangée entre les livres et les amphis, Sartre choisit de s'engager plus que jamais. Comme il est de gauche, très de gauche, et rejoint le PCF, le Parti communiste français. C'est un choix qui va avoir beaucoup de conséquences, comme par exemple mettre un point final définitif à la relation entre lui et Camus. Parce que ce dernier n'est pas très friand du rapprochement avec l'URSS. Sartre, lui, est assez radical dans son approche, au point de dire que tout anticommunisme est un chien. Voilà, donc j'imagine que lui était Team Chat. Les dynamiques sont assez étranges, parce que dès qu'il essaie de critiquer un peu le stalinisme, les stalinistes disent de lui qu'il est une hyène dactylographe. Voilà. Ce qui est une insulte assez élégante, je trouve. Pourquoi pas, hein. Son engagement, qui s'inscrit dans une tradition d'auteur un petit peu comme Zola ou Victor Hugo, va trouver son paroxysme pendant la guerre d'Algérie, durant laquelle Sartre se révèle être un fervent anticolonialiste. Pour donner le ton, il écrit « Le colonialisme refuse les droits de l'homme à des hommes qu'il a soumis par la violence, qu'il maintient de force dans la misère et l'ignorance. Donc, comme dirait Marx, en état de sous-humanité. » Petite référence à Marx, langage radical. Voilà, tout est là pour en faire le rebelle parfait de Saint-Germain-des-Prés. Son appartement rue Bonaparte est même victime de 2 attentats à la bombe réalisés par des opposants politiques. Mais Sartre ne se tait pas. Au contraire, il va signer un manifeste qui encourage les troupes françaises à déserter, ce qui, aux yeux du gouvernement, est un appel à trahir le pays. C'est grave. Autre fait connu, il préface un livre essentiel dans la pensée anticolonialiste, c'est Les damnés de la terre de Frantz Fanon. Tout ça, on s'en doute, ça plaît pas à un certain Charles de Gaulle, à qui on dit « Dis donc Charles, ce serait pas mal là, qu'il se taise le petit Sartre, non ?» Enfin, c'est pas exactement comme ça que ça se passait, j'imagine, mais c'est l'idée. Et lui, il aurait déclaré sobrement « On n'arrête pas Voltaire ». Voilà, compliment ultime pour un philosophe auteur contestataire. Entre toutes ces activités littéraires et politiques, les années passent et la vieillesse commence tout doucement à prendre ses marques sur le corps sartrien. Sa vie, monopolisée par le tabac, l'alcool et le travail, demande l'addition et il doit payer en crise d'hypertension, d'absence soudaine et de vertige. Vous avez vu une petite métaphore du café, du serveur et tout, de l'addition, parce que c'est un exemple fort dans la philosophie de Sartre, le garçon de café. Voilà. Je vais pas m'étaler, mais je sais pas si vous avez eu la ref. Revenons-en à nos moutons. Malgré ses crises d'hypertension et ses absences soudaines, vertiges, etc., rien ne lui fait lâcher son rythme quotidien. Et il commence même à développer un goût pour le voyage dans un désir de posséder le monde. Il va en Chine avec Simone de Beauvoir, puis à Cuba en 1960, invité par Fidel Castro et le Che, et il passe ensuite par le Brésil et le Japon. Voilà. Mais un jour, probablement pendant qu'il rêvasse à une nouvelle destination exotique, ou qu'il griffonne dans un cahier, il reçoit une nouvelle assez inattendue dans une vie d'auteur. Le 22 octobre 1964, Sartre se voit décerner le prix Nobel de la littérature, le Graal d'une vie consacrée à lire et à écrire. Mais il est décidé à ne rien faire comme les autres, et, événement rarissime, il refuse le prix. Alors il donne des raisons à cela, en gros c'est parce qu'il a toujours décliné les distinctions telles que la Légion d'honneur ou l'entrée au Collège de France, et il dit « ce n'est pas la même chose si je signe Jean-Paul Sartre ou si je signe Jean-Paul Sartre, prix Nobel ». La raison pour laquelle il pense ça, on l'aura compris, au vu du personnage, c'est qu'un auteur ne doit pas dépendre d'une institution, et encore plus dans son cas, d'une institution aussi bourgeoise que le prix Nobel. Ce refus va énormément faire parler, clairement si Twitter existait, il aurait été en trending topic pendant longtemps, et même aujourd'hui le débat continue. Par exemple, André Guigaud, un spécialiste de Sartre, dit que, en fin de compte, c'est une attitude très bourgeoise de refuser un prix. Albert Camus, qui vient d'un milieu tout à fait opposé, l'avait accepté, lui qui en savait la valeur. Dans tous les cas, après ce point culminant de la gloire, Sartre il peut que descendre, quoi. Tout doucement, des voix s'élèvent dans les cafés parisiens, préférant parler de Michel Foucault ou de Claude Lévi-Strauss, plutôt que du vieux Sartre, trop connu et donc déjà démodé. Toutes les hypes finissent par passer. Voilà. Il était devenu finito. Il n'était plus à son prime. La soixantaine devenue lourde à porter, il erre dans ses anciens quartiers généraux, les brasseries de la Closerie des Lilas ou de la Coupole. Mais toujours à l'écoute de la jeunesse, il encourage avec ferveur les manifestations de mai 68 et conseille aux jeunes de descendre dans la rue et de mener une lutte radicale, même si elle implique de la violence. Il écrit que ils ne veulent pas qu'on aménage les choses, qu'on leur donne satisfaction sur une petite revendication, pour en fait les coincer, leur faire prendre la filière et leur faire être, dans 30 ans,
le vieux bonhomme usé qui est leur père. Mais malgré toute cette énergie déployée, un événement va forcer Sartre à se réconcilier avec l'idée de la retraite. En 73 à 68 ans, il est victime d'une attaque cérébrale qui le laisse presque aveugle, ce qui est le résultat d'un corps qui était en apnée depuis bien longtemps. Alors il essaie maladroitement de prolonger son œuvre sous la forme d'interviews pendant quelques années. C'est aussi pendant cette période qu'il réalise une action qui tachera son héritage intellectuel, celle de signer en 1977 une pétition dans Le Monde. Il s'agit d'une pétition écrite par Gabriel Matzneff, écrivain visé aujourd'hui par une enquête de viol sur mineurs. La Tribune demande la libération de 3 hommes accusés d'avoir eu des relations sexuelles avec des filles et garçons de 13 et 14 ans. La raison avancée par les signataires, c'est qu'il faut tenir compte du consentement des mineurs et que, entre autres, si des moyens de contraception peuvent être légalement vendus aux filles de moins de 15 ans, c'est pour une raison. Voilà. C'est absolument horrible. Quand on lit les articles qui essaient de comprendre, on nous explique que c'était dans une démarche de la gauche française post-68 de vouloir tout libérer avec une logique d'interdire. Voilà, le progrès leur donnera tort et aujourd'hui la sensibilité collective autour de cette question est très forte. Cette pétition sera signée par toute l'intelligentsia française. Il y a Simone de Beauvoir, Louis Aragon, Gilles Deleuze, Roland Barthes, André Glucksmann ou encore Jack Lang, voilà, qui mettront leur signature à côté de celle de Sartre. Comme quoi, on peut avoir un prix Nobel et se tromper aussi lourdement sur une question aussi importante. Ensuite, en 79, alors qu'il est désormais très diminué, il se rend à l'Élysée pour plaider la cause des réfugiés de la guerre d'Indochine en demandant à Giscard d'Estaing des efforts pour les accueillir. Et c'est l'une de ses dernières apparitions publiques, car 1 an plus tard, il est en soins intensifs. Ses amis se multiplient à son chevet et lorsqu'il les remercie d'être venus, il n'hésite pas à dire « La prochaine fois, whisky chez moi ». Voilà, même les plus intenses des pièces de théâtre doivent baisser le rideau. Et Sartre s'éteint finalement le 15 avril 1980 à 74 ans. De Beauvoir dit que Sartre a eu le déclin et la mort que sa vie exigeait. Et c'est sûrement pourquoi il l'a accueilli avec autant de calme. L'émotion générale est grande en France comme à l'international pour celui qui a créé une nouvelle catégorie de philosophie pop-star, celui qui est capable de raconter des histoires dans des romans, de construire des systèmes de réflexion complexes, tout comme, on vient de le dire, d'être parfois du mauvais côté sur des sujets de société essentiels. 50 000 personnes suivent son cortège. C'est un gros chemin parcouru pour l'homme qui a achevé son autobiographie, Les mots, en se définissant le plus simplement du monde. Tout un homme fait de tous les hommes et qu'il les vaut tous et que vaut n'importe qui. C'était la vie de Jean-Paul Sartre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. C'est cool aussi de voir des philosophes aussi récents. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que Sartre ne buvait pas que des cafés, il buvait aussi de l'eau? Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'eau, c'est important. Et c'est si important que j'ai fait un podcast dessus. Oui. Alors j'ai co-hosté un podcast dessus avec Noël Bréham. Voilà, c'est sorti il y a quelques semaines et j'ai pas pu en parler sur YouTube. Noël Bréham, que vous connaissez peut-être, qui est présentatrice radio et télé, elle faisait Silence ça pousse et Les petits bateaux. Et donc on a fait 4 épisodes sur l'eau. On a parlé de sécheresse, on a parlé de gaspillage, on a parlé du prix de l'eau et on a parlé de la qualité de l'eau. Et à chaque fois, on avait des experts avec nous. C'était hyper intéressant. C'est des podcasts qui sont faits en collaboration avec le VEDIF et le CEDIF. Donc c'est Veolia Eau d'Île-de-France et le syndicat des eaux d'Île-de-France. C'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. Voilà, c'est 4 podcasts d'une vingtaine de minutes chacun. Je vous les mets en description. Régalez-vous. Voilà, je suis sûr que ça va vous plaire. Parce que moi, ça m'a plu de les faire. J'ai appris des trucs en le faisant, donc voilà. Vous me direz. Donc voilà, je reviens sur cet épisode sur Sartre. C'est cool aussi de faire des épisodes sur des philosophes qui sont aussi contemporains, quelque part. Voilà, il est mort il y a peu de temps. Je trouve ça tout aussi intéressant que les antiques. Ou, je sais pas si vous avez remarqué, en fait, j'essaie d'alterner. Je fais un philosophe plus récent, antique, et un philosophe entre les deux. Voilà, j'essaie d'alterner les phases historiques. Enfin voilà, j'espère que vous avez kiffé, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Love, peace, ciao.